Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle thématique dans un format court extrait de l'interview de maître Fabien Hacker. Victime de violences intrafamiliales, que faire en cas d'urgence ? Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors, la question qui vient, c'est en cas d'urgence, quelles sont les mesures de protection ? Alors sur ce terrain-là, c'est certain que on n'a pas toujours le loisir de toute façon d'attendre, de voir ce qui se passe au pénal pour agir. Il y a des mesures d'urgence à prendre. Et donc, il faut aussi voir les points positifs de ce qui a progressé, de ce qui fonctionne mieux. Aujourd'hui, l'ordonnance de protection fonctionne relativement bien en France. Sous l'égide d'ailleurs du Grevio, qui est un organisme qui surveille de manière européenne l'application de la Convention d'Istanbul dans les différents pays. À l'époque, la France s'est fait un peu taper sur les doigts parce que c'était trop lent. On attendait un mois, le temps qu'un juge fixe une date, le temps que contradictoirement on s'échange des pièces. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est un délai de 6 jours. Donc en 6 jours, maintenant, un juge est en mesure de prendre des mesures rapides pour protéger l'enfant, pour protéger le parent victime, pour éventuellement fixer un exercice unilatéral de l'autorité parentale. Et ça, heureusement, ils le font de manière aujourd'hui beaucoup plus automatique, parce que évidemment, s'il y a une interdiction d'entrer en contact, il est logique qu'il ne faut pas que l'autorité parentale soit utilisée comme un alibi, comme une arme pour entrer en contact et continuer une forme de harcèlement. C'est des dérives qu'on voit très souvent. Donc oui, aujourd'hui, l'ordonnance de protection, en 6 jours, si vous arrivez à démontrer des violences vraisemblables, si vous arrivez à démontrer un danger, donc il ne faut pas que ce soit ce qui s'est passé il y a 5 ans, il faut qu'il y ait quelque chose de récent, le juge peut, une forme de principe de précaution, indépendamment de quelconque sanction pénale, indépendamment même d'une plainte. Alors, très souvent, il y a quand même une plainte en parallèle, mais le juge peut prendre des mesures rapides. J'ajoute un point qui est quand même intéressant, c'est la prise en compte progressive du harcèlement moral dans notamment l'ordonnance de protection. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est 2019 ou 2020, je ne sais plus la date exacte, mais le texte de loi disait qu'il fallait une forme de cohabitation entre les personnes. Et que, du coup, il se passait quoi ? La victime fuyait, et on disait, malheureusement, il y avait de la jurisprudence qui disait, du coup, la victime n'est plus en danger. Et donc, c'était double peine. C'est-à-dire que la victime, non seulement est obligée de fuir, mais elle n'a plus le domicile conjugal. Et on omet totalement dans ce raisonnement de dire que la violence peut se poursuivre sous la forme de harcèlement à distance. Donc aujourd'hui, on a rajouté dans le texte de loi, pour mettre un terme à cette dérive, à mon avis, jurisprudentielle, c'est-à-dire la jurisprudence, c'est ce que les juges disent dans leur analyse, y compris quand il n'y a pas de cohabitation, il peut bien sûr y avoir une ordonnance de protection. Oui, parce que le harcèlement, vous avez tout à fait raison, continue au-delà de la séparation. Donc, une mesure de protection est possible, ça se fait en 6 jours. Quels sont les éléments de preuve ? Est-ce que vous avez des exemples de situations de violences domestiques ? Et quels sont les éléments de preuve qui sont importantes ? Parce que c'est vrai qu'on voit des personnes qui disent « j'ai subi ça », mais qui n'ont pas forcément des éléments. Et donc, il faut aussi comprendre que c'est difficile à apprécier quand il n'y a pas de preuves, puisque, en effet, la justice se base sur les faits, les preuves. Et alors, pour avoir une mesure de protection, qu'est-ce qu'il faut comme élément de preuve ? Les éléments de preuve, ils sont divers et variés, mais donc face à un juge civil, je dirais qu'on est un peu à cheval d'ailleurs sur le côté pénal. L'ordonnance de protection, c'est des mesures justement d'éloignement, etc., qui peuvent être prises aussi dans le cadre pénal. Donc, mais les modes de preuve, ça peut être évidemment les échanges de mails, les échanges de SMS, les témoins. Il y a parfois des témoins qui assistent à des scènes, qui voient des choses, qui peuvent faire des attestations de témoins. Il peut y avoir, quand une victime, alors quand c'est un préjudice physique, une violence physique, la victime va aux urgences, il y a un certificat médical, il y a des constats qui sont opérés par les médecins, avec la question centrale du lien de causalité, parce que très souvent l'argument c'est la victime s'est fait ça tout seul, sûrement, ou quelque chose comme ça, c'est ce qu'on entend souvent dans les tribunaux correctionnels. Mais c'est pas... le juge peut aussi, dans son intime conviction, vous voyez, en matière pénale on parle de faisceau d'indices, en matière civile il faut des violences vraisemblables. S'il considère que ça, plus ça, plus ça, donc les SMS, il y a eu des injures, il y a des témoins, il y a... Alors quand c'est des violences psychologiques, c'est une autre problématique.
pour les médecins ou les psychiatres qui reçoivent des personnes parfois aux urgences. Peut-être d'ailleurs qu'il faudra un peu réformer tout ça. Je sais qu'il y a des modèles pré-rédigés par les conseils de l'ordre ou par les instances pour que les médecins ne soient pas sans cesse pointés du doigt en se disant ah, j'ai peur d'écrire ou quoi que ce soit. Il faut que les médecins puissent de façon très objective, sur la base d'un modèle, une trame, voilà, constater de manière très objective, ben voilà ce que la victime potentielle me dit, voilà les symptômes que j'observe, qu'ils soient physiques ou psychologiques, et voilà, de manière très, très carrée, pour qu'on clarifie un peu cette situation parfois problématique de médecins qui sont pointés du doigt ou qui ont la crainte, alors qu'ils sont au cœur de la problématique. On dit souvent il faut que les médecins préviennent, etc., quand il y a un problème. Oui, mais encore faut-il qu'ils soient bien protégés. Bon, je vous donne beaucoup d'exemples, mais pour vous dire, donc les preuves, ça peut être ça. Ça peut être aussi, alors, en matière civile, contrairement au pénal. En pénal, vous pouvez prouver une infraction par tout moyen. Donc vous avez le droit de sortir votre téléphone, de filmer, etc., à la base, c'est une infraction de filmer ou d'enregistrer quelqu'un à son insu, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas souhaitable de le faire. Mais si demain, je suis dans la rue, je vois une infraction, je vois quelqu'un en train de se faire tabasser, agresser, évidemment que je peux filmer et montrer ça à la police en disant « voilà la preuve ». En matière civile, en principe, cette preuve déloyale, donc l'enregistrement à l'insu d'une personne, n'est pas recevable. Ça a un peu évolué aujourd'hui au niveau jurisprudentiel, notamment quand il y a des violences. Donc quand il y a des violences démontrées, c'est pas un conflit parental, c'est pas une discussion sur on n'est pas d'accord, c'est des violences. Il peut arriver, ça reste un peu marginal, mais il peut arriver que les juges acceptent ce mode de preuve. Ça évolue un peu au niveau jurisprudentiel de ce côté-là. Voilà globalement les preuves qui peuvent être amenées. Merci à Maître Fabien Hacker pour l'interview. Maître Fabien Hacker intervient sur les violences domestiques dans toute la France. Vous pouvez le retrouver dans son cabinet à Paris ou sur son site hacker-associé.com. Merci à tous pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain format court, extrait de l'interview de Maître Fabien Hacker. Quels sont les 6 critères de loi pour le juge pour fixer l'exercice de l'autorité parentale? N'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de Maître Fabien Hacker sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube Anatio et sur le site anatio.fr. À bientôt!